bienvenue à tous sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un point lecture. Je vais pas trop blablater parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. La dernière fois que je vous ai fait un point lecture, c'était début septembre. Je vais éteindre mon téléphone qui fait que de sonner, c'est désagréable pour vous. Voilà. Je vais vous parler, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 7 lectures. Je vais vous parler d'abord de mes lectures science-fiction et fantastique, et ensuite je vais vous parler de polar, roman, on va dire, je l'ai mis dans contemporain, mais bon, on verra. Donc je commence par tout ce qui est SFFF, avec un roman idéal pour cet automne et idéal pour Halloween. N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Andrews, c'est aux éditions de Saxus. Ici nous sommes avec un roman fantastique qui est plutôt estampillé young adult, mais ça marche pour les adultes puisque je l'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, nous allons être aux États-Unis dans un lycée, oui c'est ça, parce que nous sommes avec des lycéens, et on va suivre 3 lycéens. Nous allons suivre Andrew, sa sœur Dove et leur meilleur ami qui s'appelle Thomas, donc ils forment vraiment un trio inséparable. Et l'histoire débute à la rentrée, donc je pense qu'on est en septembre, à la rentrée, la nouvelle rentrée, et on comprend qu'il s'est passé quelque chose l'année précédente, l'année scolaire précédente, et que cette amitié entre le trio a éclaté. Thomas, qui est le meilleur ami des jumeaux, parce que Dove et Andrew sont jumeaux, est un artiste, il aime beaucoup dessiner, et la nuit, il va dans la forêt qui est devenue interdite. On comprend qu'il s'est passé quelque chose dans cette forêt qui borde le lycée. Et un soir, Andrew va suivre Thomas et il va se rendre compte que des monstres apparaissent dans cette forêt. Je n'en dirai pas plus. Et les deux amis vont se mettre en tête de chaque soir aller défier et massacrer ces monstres. Dans le même temps, on a beaucoup de questionnements sur Andrew, qui se questionne beaucoup sur son orientation sexuelle. Il est très attiré par Thomas, mais il n'ose pas vraiment se l'avouer. Il a des sentiments, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec lui. Donc on aborde une thématique qui est peu abordée en fait en littérature, surtout en littérature je trouve young adult. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis vous avez ce qui s'est passé entre Dove et Andrew, donc les jumeaux. On est vraiment dans une atmosphère gothique avec des monstres. Il faut imaginer un campus avec une forêt très étrange qui borde ce campus. Alors ça fait pas peur du tout, mais il se passe quand même des choses parfois très violentes dans ce bouquin. Et il y a un petit twist que je n'avais pas vu venir, qui m'a en fait... où je me suis dit, ah ouais en fait quand même, l'autrice, parce que c'est une autrice, elle a osé. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je vous le conseille vraiment. Ça peut vous faire une lecture pour l'automne idéal et pour Halloween encore mieux. Ensuite j'ai lu un livre de science-fiction, c'est Les Survivants du ciel de Kritika H. Rao, c'est aux éditions Albin Michel Imaginaire et c'est le premier tome d'une trilogie. La saga ça s'appelle Le cycle des rages. Alors, on est dans de la science-fiction à tendance écologiste, j'ai envie de dire, parce qu'on va beaucoup parler des arbres, du mal que les hommes ont fait à la planète. Donc nous sommes sur une espèce d'île qui vole, et cette île, elle vole grâce aux personnages qu'on appelle les architectes, qui maîtrisent, grâce à... alors ils appellent ça la trajection. J'ai pas tout compris hein, dans ce bouquin. Grâce à la trajection, ils maîtrisent l'énergie, ils arrivent à faire voler cette espèce d'île. Et de temps en temps, il faut bien qu'ils se posent, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, il faut bien qu'ils se posent à nouveau sur Terre. Sauf que la Terre est en proie à ce qu'ils appellent des rages, c'est-à-dire des phénomènes météorologiques intenses, comme des cyclones, des tremblements de terre. Donc de temps en temps, il faut qu'ils se posent sur la Terre, et puis qu'ils repartent rapidement parce qu'ils peuvent mourir dans ces rages de terre. Et nous, on va suivre un couple, Iravan, qui est architecte, qui est d'ailleurs un des plus grands maîtres architectes sur cette île, et sa femme
Aïlia, qui elle est archéologue et qui n'a qu'une obsession, c'est d'aller sur Terre pour explorer, parce qu'en fait on comprend que la Terre est devenue telle qu'elle est et qu'il s'est écoulé des centaines, enfin des milliers d'années et que les hommes ont en fait un peu perdu leur histoire. Donc on est dans ce couple qui va pas du tout bien au début du roman, parce que Iravan veut des enfants et Aïlia, sa femme, n'en veut pas. Et ça a causé une grosse dispute. Et on est aussi avec deux personnages, un architecte qui possède un savoir, qui possède des secrets, et Aïlia qui, elle, a l'impression de ne pas vraiment compter et d'être une citoyenne un peu dégradée par rapport à son mari. C'est de la science-fiction. L'autrice ne nous prend pas par la main, donc parfois c'est quand même compliqué à suivre. Alors, moi je vous conseille, si vous vous lancez dans la saga, de lire à la fin, vous avez un glossaire. Et en fait, c'est vrai qu'en lisant le glossaire, on comprend beaucoup mieux de quoi il est question. Parce qu'il nous aide, donc le petit glossaire il est là, le glossaire nous aide à comprendre ce que c'est que la trajection, ce que c'est l'extase. Parce que tous ces concepts arrivent au fur et à mesure dans le bouquin et c'est parfois compliqué à suivre. Avec le glossaire, ça allait mieux. Ce qui était original dans ce bouquin, c'est qu'on a un gros plan en fait sur le couple. C'est de la science-fiction, mais vous avez cette histoire de couple entre Iravan et sa femme, ça va plus du tout, et en fait c'était assez marrant entre guillemets, parce que c'est pas marrant, on est dans un couple qui est en train de se séparer, qui ça va pas du tout, mais comment l'autrice finalement elle arrive à mettre une histoire de couple au milieu d'un roman de pur SF, sans que ça tombe dans le cul à praline, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des enjeux qui dépassent en fait l'amour du couple. Et c'était vraiment bien. Alors, encore une fois, je pense que si vous êtes novice dans la science-fiction, ça va être compliqué de se lancer dans ce bouquin parce que c'est quand même... Moi, je ne l'ai pas trouvé évident. Si vous avez l'habitude, allez-y. Attaquez le glossaire, comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Il y a des choses... Voilà, il y a parfois... C'est vrai qu'il y a parfois des imperfections, mais je trouvais que c'était intéressant. Et on termine avec... quand même pas mal de réponses. Alors, je vous dis ça parce que les tomes suivants sont prévus pas avant 2027, d'après ce que j'ai entendu. Donc, bon, il est lu, j'ai beaucoup aimé, science-fiction, écologie, problème de couple. C'était quand même assez original, assez intéressant de ce point de vue. Et alors, mon gros coup de cœur, science-fiction, vous l'avez peut-être vu passer sur mon Insta, c'est Le Passeur de Prospera. C'est de Justine Cronin, qui a écrit la trilogie Le Passage, dans laquelle je me suis pas encore lancée parce que chaque tome fait 1000 pages et ça me fait un peu peur. C'est chez Robert Laffont. C'est un roman qui est sorti, je sais pas s'il n'est pas sorti en 2024. Ah non, il est sorti en janvier 2025. Et j'ai adoré ce livre. Là pour le coup, si vous avez envie de découvrir un roman de science-fiction et que vous n'y connaissez pas grand chose, vous pouvez y aller. Ça se lit hyper bien, c'est un page-turner. Nous sommes à Prospera. On comprend que c'est une espèce d'île sur laquelle vit... Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Proctor. Proctor, il est passeur. Alors il a une vie assez idéale. Il est marié à une très belle femme. Il a une très belle maison. Et il est passeur. Son rôle consiste en fait à aller annoncer et à accompagner les gens qui arrivent à la retraite, parce qu'en fait on a une espérance de vie qui est plus longue que sur la Terre normale, mais arrivé à un certain âge on va être recyclé, donc on va prendre on est amené, en fait on a un pourcentage, on se mesure tous les jours à un pourcentage, et en deçà d'un pourcentage, je pense, physique, intellectuel, on va être cyclé ou recyclé, je ne me rappelle plus ce que c'est le terme exact. Donc on est accompagné sur un bateau qui nous emmène à un endroit mystérieux qui s'appelle la crèche, et en fait on va revenir, mais tous nos souvenirs vont être effacés, et on a une autre vie, un peu comme si on se réincarnait. Donc tout va bien pour notre personnage de Proctor, jusqu'au jour où c'est le tour de son père de devoir être recyclé. Proctor va donc prendre la décision de l'accompagner lui-même au bateau, sauf qu'au dernier moment son père prend peur, est angoissé et s'échappe.
il le rattrape, ils arrivent à le rattraper, parce qu'on ne peut pas échapper à son destin, et le père de Proctor va lui livrer des paroles très mystérieuses qui vont mettre la puce à l'oreille de Proctor, et Proctor va commencer à se poser des questions sur le lieu dans lequel il vit. Et si tout ce qu'on lui disait, tout ce qu'on lui racontait reposait sur autre chose. Voilà, on part dans cette direction, je ne vais pas vous en dire plus. C'est vraiment bien parce que déjà quand on commence le bouquin, on est sur l'île de Prospera. On se demande comment cette île fonctionne, donc on apprend le fonctionnement, on se rend compte très vite qu'il va y avoir une autre île un peu plus loin qui permet à l'île de Prospera de vivre comme les gens l'entendent. Donc on découvre ce monde-là, et puis à partir du moment où Proctor reçoit la révélation de la part de son père et qu'il se met en quête de la vérité, on se dit qu'en fait ce monde-là ne fonctionne pas très bien. Et on bascule peu à peu dans la dystopie. Et ça m'a beaucoup plu. Et il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que l'auteur il est allé chercher? C'est un peu étrange, c'est un peu bizarre. Et en effet il y a un twist où on nous explique tout. Et c'était trop bien. Voilà, vraiment je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus. Ça se lit, je crois que je l'ai lu en 2-3 jours. C'était vraiment... Ouais, je sais pas, il y a une espèce de rythme dans ce bouquin qui fait que vous n'arrivez pas à l'abandonner et que vous avez envie tout le temps de tourner les pages. C'était vraiment très bien, je vous le recommande à 100%. Ça, c'était pour mes lectures fantasy, fantastique, science-fiction. Je passe cette fois-ci à tout ce qui est littérature contemporaine et polar. Je vais commencer... je vais être rapide parce que je vous en avais déjà parlé. Par cette petite saga, donc j'ai eu les 2 premiers tomes de la part de City Edition. Donc le premier tome c'est Un rendez-vous à mourir. Le deuxième tome c'est Un crime à la carte, c'est de Evie Hunter. Je vous avais déjà parlé de Un rendez-vous à mourir et j'ai lu enfin Crime à la carte. Donc premier tome, deuxième tome. On est dans du cozy mystery. On suit Alexis qui est journaliste d'investigation qui va se faire virer du jour au lendemain. Elle décide de quitter Londres, elle va prendre son chat Cosmo, un chat très caractériel qu'elle a recueilli sous les ponts à Londres, et elle va filer à Hopgood Hall chez ses amis qui tiennent un hôtel. Et lorsqu'elle va arriver, Alexis, ses amis vont lui demander de faire des recherches pour elle parce qu'ils ont eux-mêmes une amie qui a disparu. Donc ça c'est le premier tome. Et Alexis va rencontrer Jack Maddox qui est un ancien flic qui est devenu détective privé. Ils vont s'allier pour faire la lumière sur la disparition de cette femme qui s'appelle Nathalie. Et dans le deuxième tome, cette fois-ci, l'hôtel ne désemplit pas. Alexis a pris des parts dans cet hôtel, sauf que... Alors, ils vont accueillir un genre de top chef, en fait. Sauf qu'un des candidats va être assassiné. Et donc Alexis et encore une fois Jack vont mener l'enquête pour savoir qui a assassiné et pourquoi ce candidat a été assassiné. Voilà. C'est du cozy mystery, c'est très sympa. Moi je trouve que ce qui change c'est qu'on n'a pas le point de vue interne d'Alexis, on a un point de vue externe. Donc du coup je trouve que ça passe très bien. C'est pas gnangnan. Bon alors bien sûr la romance entre Jack et Alexis on la voit venir à 100 000 km. Mais ça m'a pas plus... embêté que ça, bien parce que je déteste, j'aime pas trop les romances. Mais c'est sympa, c'est une ambiance cosy, c'est une ambiance anglaise. En plus c'est dans un tout petit village où on nous dit qu'il y a plus de chevaux de course que d'humains. On est vraiment là-dedans, j'ai bien aimé. Après c'est du cozy mystery, donc bien sûr l'intrigue ne casse pas 3 pattes à un canard. Vous n'êtes pas dans du thriller. Mais l'ambiance est très sympa et j'aime beaucoup le personnage d'Alexis, je la trouve assez fraîche et assez marrante avec son chat Cosmo. Voilà, donc c'est une nouvelle petite série Cozy Mystery. Je ne sais pas quand la suite paraîtra, mais je peux vous les conseiller si ça change un petit peu. Ensuite, j'ai lu... alors là, je change, c'est du contemporain. J'ai lu Les Étoiles errantes de Tommy Orange. C'est chez Albin Michel. Alors je mets dans du contemporain parce qu'en fait nous sommes avec... alors Tommy Orange il est natif américain, indien, maintenant on dit autochtone, natif américain. D'ailleurs c'est très bien parce qu'au début il y a une espèce de prologue où il nous donne tous les noms
qu'on a pu donner au fur et à mesure des siècles et des années à cette population qui était là avant. Voilà, natifs américains, donc indiens, natifs, indigènes, autochtones, ou sous le nom de leur nation souveraine ou de leur tribu. Donc j'ai trouvé ça très bien, il remet les pendules à l'heure dès le début. Et en fait on va être sur un roman où on démarre au 19e siècle, voire avant. En fait on va faire toute la généalogie des personnages. Ah, voilà, on est avant 1924 jusqu'à nos jours. Et on va traverser comme ça à travers des personnages dans une même famille. Tout ce qu'on a pu faire subir aux natifs américains. Alors, c'est un roman assez étrange parce que la première partie est consacrée vraiment aux arrière-arrière-grands-parents des deux jeunes qu'on va suivre à la fin. Et c'est des chapitres... j'arrive pas trop à définir... comment dire, on nous raconte leur vie, donc ça dure un chapitre. On va raconter par exemple la vie du premier personnage avant 1924. Ça va durer 15 pages et on va passer à autre chose. On survole en fait, c'est un peu autobiographique, comme si c'était pas autobiographique, c'est comme si c'était juste un peu une biographie. On nous raconte ce qu'il fait, etc. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Donc on va passer comme ça de personnage en personnage et enfin, quand on arrive à la deuxième partie, qui concerne deux personnages contemporains, deux jeunes qui ont 17 ans, 19 ans. Donc c'est Orville et c'est... comment c'est l'autre? Moi je sais plus. Bon, deux garçons qui ont 17-18 ans et là il y a une intrigue. Et en fait c'est comment ils arrivent à vivre avec leur héritage de natifs américains. Et on voit en fait tout le poids inconscient qu'ils ont sur leurs épaules. Et on voit tout ce qu'on a fait à cette population. Les massacres. La séparation des enfants. On les séparait, on les mettait, on les faisait élever par des blancs pour qu'ils soient assimilés, qu'ils perdent leurs racines, qu'ils perdent leurs traditions. Et puis les ravages de l'alcool, les ravages de la drogue. La manière dont il y a eu la ségrégation raciale avec les noirs américains, mais il y a aussi la ségrégation alors je ne suis pas assez spécialiste, je voudrais pas commettre un impair et dire une bêtise, mais aussi une ségrégation avec ces gens-là, cette population-là, et comment ils arrivent toujours quand même à trouver une forme de résilience. Donc une première partie que j'ai pas forcément aimée, parce que c'était trop... pour moi, c'était pas assez approfondi. Par contre, la deuxième partie, où on s'attaque aux deux cas des garçons, j'ai trouvé ça très très intéressant et très émouvant et poignant. Voilà. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un thriller. Enfin non, c'est plutôt un polar, c'est pas un thriller. J'ai beaucoup aimé, c'est Faux Semblants. C'est de Bjørn Lier Horst et de Thomas Enger. C'est un roman norvégien écrit à 4 mains et c'est paru chez Gallimard dans leur collection Série Noire. J'ai vraiment aimé ce bouquin. Alors, tout commence par un polar vraiment hyper classique. On est le 31 décembre à Oslo, il y a les feux d'artifice et la foule se presse sur les quais pour fêter la nouvelle année quand une bombe explose. Donc forcément la police est tout de suite dépêchée sur les lieux. C'est l'inspecteur, parce que c'est une deuxième enquête, mais ça m'a pas gêné de ne pas avoir lu la première enquête. Donc c'est l'inspecteur Blix qu'on va appeler sur les lieux et il va se rendre compte que parmi les victimes il y a Ruth Christine Smeplas qu'il connaît puisque il y a quelques années il a mené une enquête sur la fille de Ruth Christine qui avait été enlevée. Cette petite fille s'appelait Patricia, elle a été enlevée dans sa poussette alors qu'elle avait 1 an et demi. Ils n'ont jamais retrouvé la petite fille, ils ne savent pas si elle est vivante, ils ne savent pas si elle a été tuée, ils ne savent pas qui l'a enlevée. Et Blix, cette enquête, ce cold case, l'a toujours hanté. Et Blix va se demander s'il n'y a pas, si en fait c'est pas un faux attentat, si c'est pas finalement quelque chose qui cache l'affaire sur laquelle il a échoué, sur laquelle il s'est cassé le nez. Et il va déterrer ce cold case de la disparition de cette petite fille qui s'appelait Patricia.
et retourner dans le temps pour essayer de refaire la lumière sur cette fameuse disparition. Donc au début c'est vrai que c'est un peu, je dirais pas que c'est fouillis, mais on est un peu comme les policiers. Est-ce que c'est un attentat terroriste? Est-ce que ça cache autre chose? Est-ce qu'on a voulu viser une personne en commun? Donc ils sont perdus, donc forcément nous aussi on est un peu perdus. En plus il y a beaucoup de noms à consonance norvégienne, donc j'étais un petit peu perdue au départ. Et puis au bout d'un moment, tout s'éclaircit et il y a une espèce de twist là aussi que j'avais un tout petit peu senti, mais c'est pas grave. Quand j'y suis arrivée, j'ai quand même été scotchée et c'était vraiment trop bien. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. En plus, il y a des chapitres qui sont hyper courts. Donc en fait, ça défile à toute vitesse. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai un autre livre je crois que j'ai un autre livre de John Lear Hortz. J'ai la liste de Katharina dans ma palle et je pense que je vais essayer de le sortir rapidement parce que j'ai beaucoup aimé la manière dont il écrit. Même si c'est un roman, comme je vous l'ai dit, à quatre mains, j'ai adoré. Voilà, c'était vraiment très bien. Ouais, c'est ça. C'est ouais, le Code de Katharina que j'ai dans ma palle. Il faudrait que je lise. Je vous le recommande, c'était vraiment une excellente lecture. Voilà, c'en est tout pour mes dernières lectures que j'ai pu faire au mois de septembre. Vous voyez, j'ai quand même pas mal lu, je suis assez contente de moi. Ma palle du mois de septembre, il me reste encore quelques livres à descendre, donc j'espère y arriver avant de vous concocter une petite palle pour le mois d'octobre qui sera là aussi, je pense, tournée vers le thriller. Je vous souhaite en tout cas de faire de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!